Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce jeudi 22 janvier. Voici les titres que nous allons développer. Suite et fin du procès qui se déroule depuis lundi devant les assises de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Emmanuel Abaï-Zenga sera-t-il reconnu coupable de l'assassinat du père Olivier Maire et si oui, quelle sera sa peine? À l'heure où je vous parle, le verdict n'est toujours pas tombé. Nous ferons le point sur la situation du Santa Ana Maria, ce fileyeur échoué depuis une semaine au Sables d'Olonne. En attendant son démantèlement, le navire est exposé à la mer et à la météo et continue de s'abîmer. Et puis à la suite des nombreux incendies d'habitation survenus ces dernières semaines en Vendée, dont plusieurs mortels, nous nous pencherons sur les bonnes pratiques à adopter pour éviter au maximum les feux de cheminée. Mais on débute avec cet accident du travail survenu en milieu d'après-midi à Saint-Philbert-de-Bouenne. Un agent d'une société privée qui travaillait en nacelle a été électrisé par une ligne de 20 000 volts. Gravement blessé, il a été transporté médicalisé sur le CHU de Nantes. 7 sapeurs-pompiers sont intervenus sur le lieu de l'accident. Ce jeudi sonne donc la fin du procès d'Emmanuel Abaï-Zenga, poursuivi pour l'assassinat du père Olivier Maire, membre de la congrégation des missionnaires montfortins de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il avait été retrouvé mort dans la nuit du 8 au 9 août 2021. Ce jeudi matin, les avocats des parties civiles ont pu réaliser leur plaidoirie avant les très attendues réquisitions de la procureure générale. On retrouve au tribunal de La Roche-sur-Yon Florian Bosniak. Y a-t-il eu une altération du discernement de l'accusé? Ce dernier a-t-il agi avec préméditation? Voici 2 des 7 questions qui seront posées à la Cour et auxquelles elle devra répondre pour rendre le verdict d'Emmanuel Abaï-Zenga, accusé dans cette affaire de meurtre du père Olivier Maire, membre de la congrégation des Pères Montfortins à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ce jeudi matin, la procureure de la République, Fiammetta Esposito, a prononcé ses réquisitions. Elle demande une réclusion criminelle à perpétuité. Je pense que personne n'a vraiment été surpris par ces réquisitions, par cette démonstration qui vient de nous être faite par Madame l'avocate générale. Quant à la durée de la peine, perpétuité, 30 ans, le jury décidera, et la Cour décidera. J'ai essayé de faire passer un message d'humanité. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible à la personnalité de mes clients, à cette famille qui est profondément meurtrie, mais qui en même temps reste d'une dignité absolument exemplaire. Si du côté des parties civiles, c'est en effet vers cette peine que se dirige la volonté et la plaidoirie des 2 avocats. Du côté de Maître Navenot, l'avocate de la défense et du Rwandais de 45 ans, Emmanuel Abaï-Zenga, on penche plutôt pour une altération du discernement de l'accusé lors des faits, voire une absence totale de discernement. C'est donc ce que vont devoir choisir les 6 jurés populaires ainsi que les 3 magistrats professionnels de la Cour d'assises de Vendée pour donner leur verdict en cette fin de journée. Et vous l'avez donc compris, à l'heure où nous nous parlons, la Cour d'assises de La Roche-sur-Yon n'a pas encore prononcé son verdict. Plusieurs issues possibles sont évoquées dans la salle des pas perdus du tribunal. Réclusion criminelle à perpétuité ou peine de prison jusqu'à 30 ans en cas d'altération du discernement de l'accusé. Ce dernier purgeait toujours jusqu'à aujourd'hui sa peine de 4 ans de prison dans le cadre de l'incendie de la cathédrale de Nantes dont il a été reconnu coupable. La gendarmerie nationale a lancé un appel pour une disparition inquiétante, celle de Dominique Girard, un homme de 64 ans domicilié à Chavagne-en-Paillé. Il aurait quitté son domicile à pied mardi matin et n'a plus donné signe de vie depuis. De corpulence normale avec des cheveux courts et grisonnants, il mesure entre 1,65 m et 1,70 m. Toute personne disposant d'informations pouvant contribuer aux recherches est invitée à contacter le 17 ou la brigade de gendarmerie des Herbiers. Depuis ce jeudi et jusqu'au 20 février, le golfe de Gascogne est fermé aux fileyeurs et aux chalutiers pélagiques de plus de 8 mètres. Une mesure prise par le ministère de la Mer et de la Pêche pour la 3e année consécutive dans le but de réduire les captures accidentelles de cétacés et notamment de dauphins. Cette décision touche directement de nombreux pêcheurs vendéens. Dans un communiqué, le député vendéen Stéphane Buchou affirme que ces fermetures à répétition mettent en péril l'avenir de la pêche française. Il a présenté en début de semaine un rapport sur ce sujet à la ministre déléguée Catherine Chabot.
Il y a une semaine, le bateau de pêche Santa Ana Maria s'échouait sur les rochers au Sable d'Olonne, à hauteur de la plage des Présidents. Après le sauvetage des marins, c'est la problématique de l'évacuation du navire de 23 mètres qui se pose. Le filayeur fortement endommagé est toujours sur place et sous étroite surveillance. Après le pompage du fioul, il doit maintenant être démantelé. Une opération compliquée et longue. En attendant, l'état du bateau se dégrade. Anaïs Escalona, bonjour. Alors on peut dire que c'est un dossier épineux pour les autorités, en l'occurrence la ville et la préfecture, qui n'ont pas souhaité répondre à nos questions ces derniers jours. Mais un communiqué de la préfecture est tombé cet après-midi. Oui, et le communiqué précise que le gazole à bord a été pompé dès vendredi matin, supprimant tout risque pour l'environnement. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Le navire est sécurisé en haut de l'estran par des ancrages, mais il reste exposé à chaque marée haute et continue à se dégrader à cause du mauvais temps. J'étais sur place hier et je vous propose quelques réactions à chaud de passants. Sinon, le ressenti, on a senti un peu des odeurs de mazout, de gazole. Excepté ça... Bon, il y a eu du monde et on a les informations par la radio ou par la presse locale. Apparemment, le bateau serait démantelé. On ne sait pas quand. Il y a des choses qui m'intriguent parce qu'on le voit quand même très très proche des berges. Et du coup, on se pose toujours la question comment c'est possible qu'un gros bateau arrive si près de la côte. Donc voilà, c'est aussi par curiosité un petit peu, oui. À marée basse, les débris... À marée basse, les débris ramenés par le vent et les vagues sont ramassés sur la plage et les entreprises mandatées par l'armateur préparent le navire pour les prochaines opérations en le déséquipant et en l'allégeant. Des moyens supplémentaires de sécurisation ont été mis en place et hier, une réunion de suivi a rassemblé les acteurs concernés pour coordonner la suite. Et alors, quelles sont les prochaines étapes pour ce navire ? Eh bien, le communiqué confirme que le bateau ne pourra plus naviguer, une évacuation par la mer étant trop risquée. La solution retenue, un démantèlement par voie terrestre directement depuis la plage. Un appel d'offres a donc été lancé auprès d'entreprises spécialisées avec des propositions attendues d'ici la fin de semaine. Le plan final sera présenté au préfet pour validation pour maîtriser tous les risques et remettre le site en état. Alors, en parallèle, un objet suspect a été repéré hier près de l'épave, un objet qui pouvait s'apparenter à une munition historique de la Seconde Guerre mondiale et donc une opération de déminage a eu lieu. Mais il n'a aucun lien avec le navire. Les plongeurs démineurs ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une munition, mais d'un simple objet métallique. L'opération est donc terminée et la zone est sécurisée. En attendant le démantèlement, le navire reste sous surveillance constante et les opérations se poursuivent pour sécuriser le site et protéger le milieu naturel. Merci Anaïs Escalona. Depuis la fin de l'année 2025, les sapeurs-pompiers de Vendée sont intervenus sur de nombreux incendies d'habitation, dont 3 mortels, des incendies principalement dus à des systèmes de chauffage défectueux. En cette période hivernale, vous êtes nombreux à utiliser cheminée ou poêle pour vous chauffer, des équipements à entretenir régulièrement et correctement afin de garantir un bon fonctionnement, mais aussi votre sécurité. Reportage Jeanne Bell. En 2025, les sapeurs-pompiers de la Vendée ont réalisé 250 interventions pour feux de cheminée. Alors, pour Dominique, pas d'impasse sur la vérification. On a toujours eu une cheminée, par contre, on ne joue pas avec le feu. Donc, je la faisais ramoner régulièrement, 1 fois par an minimum. Il fait appel au petit ramoneur vendéen qui vient 2 fois par an vérifier l'état de la cheminée. Donc voilà, je fais le petit coup de nettoyage en dessous le cendrier et c'est bon pour moi. Hop. On est passé donc 2 fois avant l'intervention d'aujourd'hui. La première fois, on avait un petit peu de bistre qui avait été relevé. C'est l'effet de la fumée quand elle repasse en dessous les 60 degrés. Ça peut être provoqué par pas mal de choses, donc notamment du bois humide, un mauvais tirage, un problème de chapeau. Et donc là, effectivement, on avait toujours du bistre. Donc là, on a fait un grand nettoyage, ce qu'on appelle un ramonage rotatif, pour vraiment repartir sur un conduit propre et sain. Ne pas laisser de feu sans surveillance ou encore s'équiper de détecteurs de fumée, tous les conseils sont bons à prendre. Mais attention, la révision de vos autres moyens de chauffage est également nécessaire pour éviter les risques d'incendie ou encore les pannes. Tout ce qui est après entretien, c'est tout comme tous les appareils, on le fait ça 1 fois par an. Ça permet de vérifier l'appareil. Donc souvent, on passe par des contrats d'entretien qui permettent d'être appelé et après avoir une intervention régulière. Et ça permet d'entretenir un appareil et de le maintenir au mieux, on va dire. Comme ça, on se rend compte de ce qu'il faut faire et on fait un entretien. C'est comme une voiture, on fait l'entretien et moins on a de risque de tomber en panne derrière, C'est surtout ça. Et ça permet de faire un contrôle de tout ce qu'il y a autour. L'eau, voir si elle ne devient pas avec de la boue et ainsi de suite. Et ça permet que tout fonctionne normalement,
Un certificat d'entretien ou de ramonage vous est ensuite remis pour déclarer à l'assurance le respect des réglementations. Ce dimanche 25 janvier, la salle de cinéma Cinémon à Saint-Jean-de-Mont projettera le documentaire Soleil cannibale, permettant de s'immerger dans le quotidien de Marine, atteinte d'une paralysie cérébrale. La projection sera suivie d'un débat consacré au handicap, en présence de Dominique Camélia Herbouette, la mère de Marine et présidente de l'association Regard Ouvert, dont l'une des principales missions est de mettre en avant le rôle des aidants. Ce rendez-vous s'inscrit dans une dynamique locale, puisqu'un groupe de travail dédié à l'insertion et au handicap a été créé au sein de la commune. L'intérêt, c'est de voir les différents métiers en fait, qui peuvent graviter autour d'une personne avec une forte dépendance, mais avec des actions très complémentaires les unes des autres qui font que cette personne va pouvoir continuer à être stimulée au niveau physique, au niveau social, au niveau éducatif et même jusqu'à l'artistique. Et de montrer que c'est possible de prévoir un maintien à domicile, même si c'est une organisation complexe, et que ça peut être très profitable à la personne en situation de handicap concernée. On termine avec un coup d'œil sur la météo de ce vendredi matin. Elle sera très mitigée, des nuages, quelques éclaircies, mais aussi des averses plus importantes sur l'est du département. Le vent soufflera encore assez fort et les températures seront comprises entre 6 et 8 degrés. C'est la fin de cette édition. L'actualité revient dès demain matin à partir de 7h dans la matinale avec Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.